ton travail d'auteur, est-ce que traduire les bouquins de Paolo, est-ce que ça t'a apporté quelque chose, soit en termes de structuration, par exemple de... La traduction est une excellente école d'écriture, en fait. Parce que, pas particulièrement parce qu'on va écrire comme l'autre, mais parce qu'on voit comment il a construit, comment il a articulé, comment il a créé ses personnages, les petits trucs qu'il a utilisés pour leur apporter de la profondeur, les petits... les anecdotes, vraiment dans toute la construction, les rebondissements, etc. C'est une excellente école. Tu as un exemple à nous donner d'un de tes textes qui aurait été, où tu es peut-être retravaillé ou non? Ça vient. Non. Ah, tu admires et tu veux être au niveau? Oui, j'admire et je veux être au niveau, mais ce n'est pas conscient au moment de l'écriture. C'est après que je me rends compte que j'ai appris des choses. Et je sais que par exemple là, je suis en train de me préparer à écrire un roman qui m'a été demandé par mon éditeur. Et je sais que là, mon travail de traductrice, que ce soit avec Paolo ou avec d'autres auteurs, va m'être très précieux. Parce que le long cours, je ne connais pas. Je suis une nouvelliste d'abord. Et ça fait un peu peur d'ailleurs de traduire, d'écrire du long. Mais en même temps, à force d'en avoir traduit, la structuration, la construction, comment on peut allonger quelque chose sans faire de remplissage, c'est une très très bonne école. One of the most frustrating things for me was that I started out writing short stories, and I liked that format because you get in, you hit your idea, it's like a grenade. It goes off and the idea sticks in people's heads forever. And so when I started trying to write novels, I was hugely frustrated because I was like, why do you need all these pages? and so yeah, anyway, it's just very interesting to sort of move from that one space of short stories into the long form and to find a way to make it feel relevant. And so, do you feel like reading more translations now? I know that in the United States it's quite rare to have foreign books translated. What about the translation of a novel by Sarah when it's completed? For instance, would you be... Would I read it? Yes, I can't translate it because my French is terrible. Of course. And you know that there is a French magazine now that has an American version, well, no, English-speaking version. Angle Mort, what's the title of the magazine? Blind Spot? Okay. So I think one of the things that's happening right now in the United States is that there's a lot of interest in writing that's happening in other countries, and it's this sort of thing that's been slowly building us. Finally, America realizes that the outside world exists. I'm sorry. It's embarrassing, but finally you are starting to see this interest, and it's being driven by either specific translators who are acting as ambassadors for certain books. You see this with like Ken Liu doing this for Liu Cixin from China. You're seeing people, Hayakawa Publishing translating more things from Japanese into English. Taiyo Fuji's Gene Mapper comes to mind right away. But you're starting to see these other languages finally entering into our awareness, but so much of it depends on that translator being able to make the case and then take the risk oftentimes. Ken Liu started out translating Chinese short stories and building up sort of a credibility for his choices of short stories, so that when he pitched, something like Liu Cixin's Three-Body Problem, he had some credibility behind him to say, hey, this is a worthwhile project, you should buy it even though you can't read it yet. Ça va de plus en plus loin en fait. Akashic Book par exemple, qui est une maison d'édition américaine, s'est associée avec Asphalt, une maison d'édition française, pour une série d'anthologies autour de films. Il en existe plein. Ils en ont fait un sur Bruxelles, qui s'appelle donc Bruxelles Noir. À chaque fois, c'est le nom de la ville noire. Cette anthologie est d'abord parue en français, avec j'ai un texte dedans, et à Yordal, on avait un aussi.
Et cette anthologie est sortie en août aux États-Unis, traduite en anglais. Et donc cette maison d'édition-là, en tout cas, prend le risque de faire écrire des bouquins en français, ou en espagnol, ou en danois, et de les faire traduire ensuite pour les publier aux États-Unis. Oui, donc je me permets de noter qu'en même temps que les traducteurs sont de plus en plus considérés, et d'ailleurs la présence de cette table ronde, rencontre, pardon, entre vous et les trois qui suivront, fait partie, semble-t-il, des symptômes de considération accordée aux traducteurs. En même temps donc, les traductions d'auteurs francophones deviendraient plus faciles. Y aurait-il une corrélation? L'évolution. Bon, je crois qu'on va passer aux questions de la salle. J'imagine que vous en avez, parce qu'en plus je vois parmi vous des auteurs, des lecteurs et même des traducteurs. Alors, est-ce que nous avons quelqu'un avec des micro-baladeurs? Ils sont là, en voici un là. Merci. Merci pour cette conférence. Je vais d'abord vous demander une question purement de traduction. Quand vous faites, lorsqu'un auteur a inventé un mot, a inventé vraiment un groupe de mots, tout un vocabulaire complexe qui est véritablement propre à l'histoire de la langue, comment vous faites dans ce cas-là? Et ma deuxième question, c'est pour revenir un peu sur le titre de la conférence, auteur et son nom, qu'est-ce qui fait que le texte traduit n'est pas tout à fait le texte de base, ou pourquoi on appelle ça l'ombre et pas le texte de base en fait? Alors, pour la première question, c'est la raison pour laquelle les traducteurs sont considérés comme des auteurs. Et je crois que c'est encore plus particulier pour les traducteurs de science-fiction. Parce que là, oui, quand on a affaire à un néologisme inventé par un auteur, on devient en quelque sorte linguiste. On doit trouver un équivalent en français en utilisant, si possible, le même genre de racines pour faire passer la signification de ce néologisme en français. Pour la deuxième question, pourquoi l'ombre? Parce qu'une traduction ne sera jamais une traduction littérale. C'est absolument impossible, parce que les différences culturelles sont telles qu'une expression anglophone n'aurait aucun sens en français. Que certaines références n'existent pas en français ou en anglais. Et que donc, le traducteur doit adapter certaines choses, ou simplement parce que la langue et la manière de lire n'est pas la même. Par exemple, en anglais, il y a des mots de liaison en particulier, ou des didascalies, qui sont considérés comme invisibles. Donc, en anglais, quand on a un dialogue, c'est systématiquement dit-il, 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 dit-il. En anglais, on fait beaucoup de répétitions. En français, ça ne passe pas. Donc, on doit ajouter des choses, on doit éliminer des choses pour que ça passe dans l'autre langue. C'est simplement une question culturelle, la culture de la langue. Ou par exemple, quand un auteur va citer la marque, un exemple. C'est un ami traducteur qui avait un problème. C'est quoi ça? Il me téléphone. C'est quoi du saran wrap? Ma seule réponse a été, c'est du cellophane. Parce qu'en fait, c'est la marque la plus vendue, devenue le nom générique d'un produit. Et à ce moment-là, quand on traduit, on doit aller chercher le nom générique en français pour que ce soit compréhensible pour le lecteur. Parce que si on utilise le terme en anglais, personne ne va comprendre la référence.